Balbec 4. Le lendemain, alors que je passais devant le casino, je remarquai un personnage étrange, d'environ 40 ans, très grand, fort, avec des moustaches noires. Il me dévisageait avec insistance, et je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un fou ou d'un voleur, quoiqu'il fût extrêmement bien mis. Je rejoignis ma grand-mère et, à ma surprise, 1 heure après, nous retrouvâmes nos amis en compagnie de l'inconnu, d'une parfaite élégance, que sa tante me présenta comme le baron de Guermantes. Elle se reprit aussitôt, s'excusant de l'avoir appelé Guermantes au lieu de Charlus. Elle ajouta que l'erreur était bénigne, son neveu étant tout de même bien un Guermantes. Charlus m'ignora. Je pus faire un aparté avec Robert, voulant élucider si son oncle était bien un Guermantes, de la famille qui avait un château près de Combray et se disait descendre de Geneviève de Brabant. C'était exact, et son frère était l'actuel propriétaire du château. C'est ainsi que madame de Villeparisis, qui n'avait été pour moi mon enfance que la dame qui m'avait offert une boîte de chocolat tenue par un canard, renversa à la hausse l'évaluation que j'avais faite d'elle par rapport au côté de Guermantes. J'appris aussi que la tante de Saint-Loup était également la nièce de madame de Villeparisis, qui l'avait élevée, et qu'elle avait épousé le duc de Guermantes, lui aussi neveu de notre vieil ami, et que Charlus, frère du duc, aurait pu prendre le titre de prince des Laumes, mais que, par simplicité, il avait préféré garder le titre plus ancien de baron de Charlus, dont il disait: Aujourd'hui tout le monde est prince, il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. Je retrouvais à présent dans le regard dur qui m'avait fixé près du casino le regard que j'avais croisé à Tansonville, aux côtés de madame Swann et Gilberte. Et je m'enquérais auprès de Saint-Loup si Charlus avait été l'amant d'Odette. Pas du tout, Charlus étant un grand ami de Swann, et d'ailleurs, dans le monde, personne n'aurait cru un tel racontard. Je me disais qu'à Combray, personne n'aurait cru l'inverse. Monsieur de Charlus plut beaucoup à ma grand-mère, malgré ses idées sur la naissance, surtout pour son intelligence et sa sensibilité qu'elle avait devinées très vives. Lorsque les 3 Guermantes nous quittèrent pour aller déjeuner chez la princesse de Luxembourg, monsieur de Charlus, qui ne m'avait encore rien dit, me glissa qu'il aimerait nous retrouver, ma grand-mère et moi, pour prendre le thé après dîner. Ce soir-là, quand nous arrivâmes pour le thé, je réalisai que madame de Villeparisis n'avait pas été avertie de notre venue. J'essayai en vain de croiser le regard de monsieur de Charlus, tandis qu'en guise de poignée de main, il me tendait 2 doigts. Il prétendit que passer après dîner était une bonne idée que nous avions eue là. Sa tante, voyant l'approbation de Charlus, dont elle savait comme il était si dur de lui plaire, transforma sa surprise en joie et nous fit fête. Très jeune encore et naïf, je tentais de demander une explication au baron, sans résultat. Je cherchais par moi-même sans trouver de logique à ce comportement. Il conversait vivement avec sa tante et ma grand-mère, ne s'adressant pas à moi, mais me dévisageant parfois, comme si mon visage était un manuscrit à déchiffrer. Son beau visage, que je trouvais racé, d'après Saint-Loup, ce n'était pas la naissance, mais la beauté qui lui donnait cet air, avait une expression fermée, cependant trahie par le regard toujours inquiet et cerné par la fatigue. J'y voyais un secret, mais ce n'était pas celui d'un voleur ou d'un fou. Il professa un amour pour la virilité, il parla des lettres de madame de Sévigné avec ma grand-mère, de la façon dont elle-même en aurait usé, avec une délicatesse toute féminine. Madame de Villeparisis, ayant fait remarquer, n'ayant pas d'enfant, que l'amour de madame Sévigné pour sa fille n'était pas de l'amour, Charlus la corrigea, car dans la vie, ce qui est important n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer. Charlus ajouta une anecdote amusante sur un certain Israël, nouveau propriétaire d'une demeure des Guermantes, et qui méritait la prison pour avoir transformé une partie du parc en jardin à l'anglaise. Cela fait penser à cette chambre du château de Blois où le gardien qui le faisait visiter me dit: C'est ici que Marie Stuart faisait sa prière, et c'est là maintenant où c'est ce que je mets mon balai. Sur un signe de ma grand-mère, je dus aller me coucher.
après que Saint-Loup, à ma honte et à ma crainte d'être trouvé ridicule, eut évoqué devant son oncle la tristesse que le soir m'apportait souvent. Je fus surpris quelques instants plus tard d'entendre Charlus frapper à ma porte. Il m'apportait un livre de Bergotte en espérant qu'il m'aiderait à passer les heures où j'étais malheureux. Il me parla des sentiments que j'avais pour ma grand-mère, payés de retour, ce qui était une chance inestimable, car on pouvait avoir des sentiments que personne ne comprenait. Je sentais qu'il voulait m'avouer quelque chose, mais ne savais pas comment. La conversation, après qu'il essaya d'aller faire chercher en vain un autre volume de Bergotte, s'arrêta brusquement, sèchement. Le lendemain, sur la plage, M. de Charlus me parla avec vulgarité, me pinçant le cou, me traitant de petite fripouille qui se fiche de sa grand-mère, et, comme je m'en défendais, il me rabroua, me demandant de manière cassante, de lui faire rapporter le livre qu'il m'avait prêté la veille. Ce qu'il regretta sans doute, car quelque temps plus tard, il me fit remettre le livre que le liftier lui avait apporté dans une belle reliure monogrammée. Monsieur de Charlus repartit, nous allâmes, Robert et moi, dîner chez les Blocs. Et là, je compris pourquoi notre ami trouvait certaines histoires drôles, apparemment sans raison. C'étaient des histoires de Monsieur Bloch père. C'est ainsi qu'on garde de ceux qu'on admire certaines citations, certains traits médiocres qu'on n'admirerait jamais soi-même spontanément. Tel Saint-Simon charmé par des paroles bien ordinaires de certains dont il avait fait un portrait extraordinaire. Car lorsqu'on est dans la peau de l'observateur, on n'est pas à un niveau aussi haut que si l'on est créateur. Mon camarade, avec son parler vulgaire truffé de grec ancien, faisait rire ses sœurs aux larmes. Je le remerciai de m'avoir fait découvrir Bergotte. C'est alors que Bloch-Père parla de Bergotte comme si c'était un vieil ami. Or, il ne le connaissait l'écrivain que de loin. Il portait des jugements approximatifs avec une inexactitude qui ne lui retirait pas son assurance, lui donnait de l'importance, ce qui faisait croire à ses enfants qu'il était un homme supérieur, qui évoluait dans un cercle où les échelons de distinction, quoique différents de ceux de l'aristocratie, existaient cependant. Les sœurs Bloch étant intéressées par Bergotte, elles demandèrent à leur frère s'il pensait que l'écrivain avait du talent. L'oncle de Bloch, par sa femme, M. Nissim Bernard, critiqua Bergotte, employant des mots d'origine juive qui, alors qu'en privé notre camarade écoutait avec plaisir, embarrassa son neveu qui explosa et l'invectiva. L'oncle, apprenant que Saint-Loup était le fils du marquis de Marsan, déclara sans vergogne qu'il avait été un bon ami, car, ayant le goût ostentatoire, il n'hésitait pas à vivre dans le mensonge perpétuel, rajoutant des détails tout aussi inventés. Bloch le père finit par l'arrêter et M. Nissim Bernard acheva le dîner sans ouvrir la bouche. Pour honorer les invités de son fils, M. Bloch fit apporter du champagne et annonça que le soir même il nous invitait à une représentation d'opéra comique au Casino. Il avait dû se contenter d'y réserver 3 fauteuils, les loges étant toutes retenues. Or, il s'avéra que le champagne était du mousseux et les loges étaient vides, car si le fils était grossier, le père était avare. Après dîner, Bloch demanda à Saint-Loup quel était cet excellent fantoche qui l'accompagnait aux 2 jours auparavant. J'en rougis et mon ami fut vexé et répondit simplement « C'est mon oncle ». Bloch, loin d'être gêné, se mit à rigoler. Il insista, traitant Charlus de gaga, malgré les protestations de Robert. Bloch me demanda le nom de la belle dame avec laquelle il m'avait vu un jour au jardin d'acclimatation. Je devinai qu'il s'agissait d'Odette Swann, et avec laquelle il avait eu des relations rapides dans un train. Une excellente professionnelle. J'étais ébahi. Quand Françoise rencontra Bloch pour la première fois, elle fut très étonnée de voir qu'il n'avait rien d'extraordinaire. Je me demandais quelle idée elle avait associée au nom de Bloch. Quant à Saint-Loup, qu'elle adorait, elle, royaliste, fut extrêmement déçue qu'un marquis comme lui affichât des idées républicaines. Son irritation passa, la côte de Saint-Loup remonta, Françoise s'étant convaincue qu'il devait faire semblant et que, en fait, pour sa plus grande satisfaction, ce n'était qu'un hypocrite. Mais elle se trompait. Saint-Loup, à la morale très pure, était sincèrement républicain. Il était également plein d'amitié pour moi qui étais incapable, ne trouvant mes plus grandes satisfactions qu'en moi-même, de l'être.
La seule classe que Saint-Loup traitait avec des préjugés était l'aristocratie, qu'il méprisait. Sa famille et ses amis étaient persuadés que sa maîtresse était la responsable, que c'était elle qui lui avait ainsi instillé de si mauvaises idées sur sa caste. C'était vrai que pour de nombreux jeunes gens du monde, c'était par leur maîtresse qu'ils avaient accès à une culture supérieure. Sa maîtresse lui avait appris à bien traiter les animaux qu'elle aimait avec passion, à mépriser les brutes qui les maltraitaient. Elle avait développé sa sensibilité, son raffinement, sa délicatesse pour les autres, l'avait protégée du snobisme et de la frivolité. Puis sa maîtresse l'avait prise en grippe et prenait maintenant plaisir à le faire souffrir, lui montrant le fossé qui le séparait de son monde d'acteur comme elle, bien plus intellectuel. Elle l'évitait, repoussant l'heure d'une rupture, ce qui me paraissait invraisemblable. Je l'imaginais ravissante et fus déçu que Saint-Loup n'eût pas la moindre photo d'elle. Mon ami, qui avait emprunté beaucoup pour l'entretenir, lui donnait de l'argent au jour le jour. Peut-être attendait-elle pour le quitter de cette fête un magot. Quand j'avais fait la connaissance de Saint-Loup, leur liaison avait atteint le point où elle lui avait interdit de rester à Paris près d'elle, le laissant passer sa permission à Balbec, près de sa garnison. La détérioration de leur relation avait débuté à une soirée chez la tante de Saint-Loup, où son ami était venu lire des passages d'une pièce d'avant-garde symboliste. Son art avait provoqué dans l'assistance d'abord des sourires, puis des fous rires qui l'avaient empêché de terminer. L'artiste était sorti de cette soirée écœuré, traitant l'assistance de garce et de goujat. Saint-Loup, qui n'aimait déjà pas ce monde-là, le prit en horreur. Il écrivait à sa maîtresse tous les jours, mais elle lui cherchait querelle sans donner d'explication, et Saint-Loup souffrait beaucoup. Un jour, ma grand-mère me dit qu'elle était ravie que Saint-Loup lui ait proposé de la prendre en photo, et elle s'était bien vêtue pour l'occasion, ce qui m'agaça. Voyant que ce projet me paraissait infantile, ma grand-mère me proposa de renoncer à la séance de pause. Je ne voulus pas qu'elle annulât son projet, mais ne pus m'empêcher de lui faire des remarques ironiques et blessantes. En fait, ma mauvaise humeur vis-à-vis de ma grand-mère venait de ce que, depuis quelques jours, elle n'était pas assez à ma disposition, s'enfermant dans sa chambre, discutant longuement avec Françoise. Le soir, elle ne frappait même plus les petits coups sur le mur qui m'auraient donné le signal que je pouvais aller l'embrasser.